Deux chiffres heurtent la scène nationale d'un même choc. Une envolée de 20% des prix alimentaires et, paradoxalement, une progression de 10% de la production locale. Ce contraste brutal dévoile l'ampleur du pari engagé par Ibrahim Traoré en refermant l'accès aux semences et engrais étrangers. Mais que signifie réellement pour celles et ceux qui vivent de ce marché? Une réforme qui fracture l'ancien modèle tout en prétendant ouvrir une voie nouvelle. Dans cette tension serrée, une perspective incertaine se dessine, fine mais décisive. La fermeture des frontières aux semences et engrais étrangers s'accompagne d'une promesse claire: bâtir une autonomie agricole capable de réduire durablement la vulnérabilité du pays face aux chocs extérieurs. Au cœur de cette orientation se trouve un bénéfice décisif d'une douzaine de mots: restaurer la capacité nationale à stabiliser sa sécurité alimentaire. Cette ambition repose sur l'idée qu'un système moins dépendant des importations pourrait amortir les variations de prix mondiaux et limiter l'exposition des ménages aux crises récurrentes. Mais derrière cette perspective s'élève immédiatement une zone de risque. Les premiers mois révèlent une tension marquée entre potentiel de transition et pression quotidienne, hausse des coûts, fragilité logistique, inquiétude croissante dans les centres urbains. Dans Chouï, là, les petits producteurs, soumis à des intrants renchéris, doivent ajuster leurs pratiques en pleine période d'incertitude. Sang, les coopératives tentent de s'adapter, tandis que les marchés urbains réagissent de manière imprévisible. Une couche de complexité apparaît lorsque l'on observe que chaque retard technique, chaque rupture mineure dans la chaîne d'approvisionnement peut l'entroyer jusqu'aux foyers les plus vulnérables. Today, les enjeux dépassent la simple réforme agricole. Il s'agit d'un test de résistance institutionnelle. Dès les premières semaines, un fait passe inaperçu. Malgré une hausse de 20% des prix alimentaires dans les grandes villes, la production nationale de riz et de maïs progresse simultanément de 10%. Ce décalage inattendu révèle la logique profonde de la stratégie portée par Ibrahim Traoré: accepter une pression immédiate pour tenter une réorientation durable du système agricole. C'est dans cette tension que se dessine le contexte réel. Avant la réforme, le Burkina Faso dépendait largement des importations, et chaque variation sur les marchés internationaux se répercutait immédiatement sur les ménages. Les producteurs locaux, souvent peu équipés, ne pouvaient que suivre le mouvement, sans capacité d'amortir les chocs. Doit le présent à cette situation passée, montre combien la fermeture impose une rupture nette, presque chirurgicale. Elle expose les fragilités structurelles, mais crée paradoxalement un espace pour reconstruire autrement. En parallèle, l'administration multiplie les initiatives: formation accélérée, redistribution de semences locales et déploiement d'équipes techniques pour accompagner les zones les plus vulnérables. Le fonds de soutien patriotique, déjà doté de plus de 50 millions de dollars, sert de levier pour soutenir les premières adaptations, même si son effet reste inégal sur le territoire. Certaines régions enregistrent une montée progressive des compétences techniques, tandis que d'autres peinent à absorber les programmes. Par ailleurs, les discussions régionales engagées avec le Mali et le Niger, destinées à garantir des corridors d'appui en cas d'urgence, indiquent que le pays cherche à concilier souveraineté et sécurité. Dans Chouï, cette diplomatie régionale ne contredit pas l'ambition centrale, mais fonctionne plutôt comme un garde-fou temporaire. Today, une partie de la question suspendue en paix commence à trouver un premier écho. Si une nation accepte une phase transitoire de turbulence contrôlée, peut-elle réellement remodeler sa souveraineté alimentaire sans s'effondrer sous la pression sociale? Les prochains mois seront déterminants pour mesurer si l'écart 10%, 20% constitue une simple anomalie ou l'amorce d'un basculement structurel. Au moment où les premiers effets de la fermeture se font sentir, une figure institutionnelle prend le rôle de repère: le ministre de l'Agriculture, chargé de relier la décision politique
à sa traduction concrète dans les campagnes. Son discours, précis et méthodique, sert de fil conducteur pour expliquer comment les producteurs doivent s'adapter, réorganiser leurs pratiques et absorber la phase de transition sans perdre totalement en productivité. Il incarna ainsi un point d'équilibre dans un paysage secoué par des signaux contradictoires. Un premier cas marquant apparaît dans une zone céréalière du centre du pays, où une coopérative parvient à surmonter une rupture soudaine de semences locales. Grâce au soutien financier mobilisé depuis le Fonds national, elle réajuste ses circuits internes, rétablit une partie de l'approvisionnement et stabilise temporairement sa production. Ce micro-succès, encore fragile, montre qu'une intervention ciblée peut corriger certains déséquilibres créés par la transition. À l'inverse, un deuxième cas révèle les limites du dispositif. Dans une région périphérique, des producteurs individuels se heurtent à la hausse du coût des intrants et à l'absence d'équipements modernes. Malgré les sessions de formation organisées sur place, la mise en application reste lente et la région subit une baisse notable de rendement. L'écart entre les intentions nationales et la capacité locale d'exécution se manifeste ici avec une netteté particulière. À travers ces deux trajectoires opposées, une constante se dégage. La réussite de la réforme dépend autant de la solidité des relais locaux que des impulsions venues du sommet. Sans dispositif d'accompagnement efficace, la mécanique de transition reste vulnérable. En somme, l'ajustement technique doit progresser aussi vite que la pression économique, sous peine d'enrayer l'ensemble du processus. Le basculement commence dès l'application immédiate de la fermeture, imposée sans période de transition. L'annonce d'Ibrahim Traoré agit comme un verrou soudain qui reconfigure l'ensemble des circuits d'approvisionnement. Les stocks étrangers disparaissent presque instantanément du marché et les distributeurs réorientent leur stratégie dans une atmosphère de tension croissante. Chaque acteur, du grossiste au petit producteur, se retrouve forcé d'improviser des solutions de substitution, déclenchant une série de réactions en chaîne dans tout le pays. Très vite, les premiers signaux d'alerte émergent. Les semences locales, jusque-là disponibles à un prix stable, voient leur valeur bondir en quelques jours, tandis que les engrais distribués par des réseaux régionaux deviennent difficiles à obtenir. Dans plusieurs marchés ruraux, les étals se vident plus rapidement que prévu et l'incertitude gagne les foyers. Les consommateurs s'adaptent avec prudence, achetant moins mais plus fréquemment, dans la crainte d'une hausse supplémentaire. Deng Chui est la manière dont les institutions tentent de rattraper la dynamique. Le ministère de l'Agriculture met en place des équipes d'intervention pour cartographier les zones critiques, mais la vitesse des perturbations dépasse les projections. Kongluk, le fonds de soutien patriotique, est activé pour compenser les tensions immédiates, mais sa diffusion reste hétérogène, certains districts recevant l'aide plus vite que d'autres. Le point culminant survient lorsque les grandes villes subissent une augmentation brusque des coûts alimentaires. Dans certains quartiers, les prix affichés changent chaque semaine. Les ménages urbains, davantage dépendants du commerce formel, sont frappés de plein fouet par cette volatilité. Les marchés connaissent des épisodes de surchauffe et les files d'attente se multiplient autour des points de distribution sécurisés. Face aux inquiétudes, Ibrahim Traoré intervient de nouveau publiquement, réaffirmant que les 10% de progression de la production nationale démontrent que la réorientation commence à porter ses premiers fruits, même si la courbe de prix reste difficile à maîtriser. Parallèlement, les coopératives horticoles et céréalières réorganisent leur logistique. Certaines avancent plus vite que prévu, développant des circuits courts pour réduire la dépendance aux transports longue distance. D'autres peinent à suivre, freinés par l'absence d'outillage moderne. Les formations techniques organisées en urgence commencent à produire des effets visibles dans plusieurs régions, où les rendements s'améliorent à la marge. Toutefois, cette montée en compétences encore dispersée ne suffit pas à absorber totalement la demande nationale. La phase de rémanence s'installe lorsque les marchés commencent à intégrer les nouveaux équilibres. Les prix cessent d'augmenter continuellement, mais demeurent instables.
Les producteurs locaux, mieux structurés, s'adaptent au rythme de la demande, tandis que les réseaux de distribution adoptent des modes d'approvisionnement plus courts et plus flexibles. Les corridors potentiels évoqués avec le Mali et le Niger restent en discussion, servant d'assurance en cas de rupture critique, sans pour autant contredire l'objectif central de souveraineté. Peu à peu, un nouveau paysage prend forme. Le système ne fonctionne plus selon les logiques antérieures. Il dépend davantage de sa propre capacité de coordination que des variations extérieures. Cette recomposition, encore fragile, marque une étape charnière vers la suite du processus, où chaque décision technique peut accélérer ou ralentir la stabilisation en cours. Avant d'évaluer la portée de la transition, il est indispensable de fixer une base de référence précise. Pendant des années, le Burkina Faso a dépendu d'un modèle articulé autour des importations, où les variations des marchés internationaux se répercutaient immédiatement sur les prix domestiques. Cette situation créait une vulnérabilité structurelle. Le moindre choc externe, hausse des coûts logistiques, tensions géopolitiques ou fluctuations saisonnières, déstabilisait automatiquement l'ensemble de la chaîne. La baseline ainsi définie reflète un système où l'autonomie productive demeurait limitée et où la stabilité reposait essentiellement sur des facteurs externes. Sur le terrain, la production locale suivait un rythme fragile. Les rendements de riz et de maïs restaient dépendants des conditions climatiques, sans véritable marge d'amélioration. Les outils manquaient, la formation était inégale. Les coopératives ne disposaient pas de ressources suffisantes pour moderniser leurs techniques. Cette seconde baseline montre combien le pays évoluait dans un cadre peu flexible, incapable d'absorber une demande croissante ou de réduire la dépendance envers les intrants étrangers. Le premier delta mesurable apparaît peu après la mise en œuvre de la fermeture. La production nationale de riz et de maïs augmente de 10%, une progression qui témoigne d'une mobilisation rapide des producteurs. Cette hausse reflète une capacité d'adaptation malgré des moyens encore limités. En parallèle, le marché urbain enregistre une réaction inverse. Les prix des denrées alimentaires bondissent de 26%, créant une pression immédiate sur la consommation. Cette augmentation aggrave la vulnérabilité des ménages dépendants du commerce formel. Un troisième delta se manifeste dans le champ financier. Le fonds de soutien patriotique, alimenté par la mobilisation citoyenne et entrepreneuriale, atteint plus de 50 millions de dollars, offrant un levier inédit pour accompagner la transition. Ce montant constitue une réserve stratégique pour absorber les premières secousses. Ces trois deltas, bien que contrastés, dessinent une cartographie claire. La dynamique enclenchée agit sur plusieurs plans simultanément. D'un côté, les progrès agricoles montrent que l'appareil productif n'est pas aussi rigide qu'attendu. De l'autre, la hausse des prix révèle la fragilité du tissu social et la lenteur des ajustements logistiques. Le pays évolue ainsi dans une zone où les bénéfices émergent ne compensent pas encore entièrement les coûts immédiats. Au niveau des coopératives, les premiers effets de la formation commencent à se matérialiser. Certaines parviennent à améliorer leur rendement grâce à de nouvelles techniques de semis ou de gestion de l'eau. Cependant, ces avancées restent dispersées. L'hétérogénéité des régions, en matière de ressources, d'équipements et de connectivité, ralentit la diffusion uniforme des progrès. Les réseaux de distribution, quant à eux, réorganisent leurs circuits pour réduire les distances et limiter la dépendance aux flux longue distance. Cette réorientation, encore partielle, introduit néanmoins un début de stabilisation dans certaines zones. Lorsque l'on compare la baseline initiale, forte dépendance, sensibilité externe, stagnation des rendements, au delta actuel, une dynamique nouvelle apparaît. Le système commence à se transformer de manière interne. Il n'a pas encore atteint son point d'équilibre, mais il n'opère plus selon les logiques anciennes. Today, une question demeure ouverte pour les phases suivantes. Les deltas positifs parviendront-ils à rattraper la tension sociale générée par les deltas négatifs? Les mois à venir seront décisifs pour déterminer si la transition peut s'ancrer durablement.
À mesure que la transition agricole avance, deux thèses opposées prennent forme, chacune solidement argumentée. La première, soutenue par les partisans de la réforme, affirme qu'aucune transformation profonde n'est possible sans une rupture nette avec la dépendance extérieure. Selon eux, le pays devait impérativement assumer une phase de tension pour reconstruire un appareil productif autonome. Ils mettent en avant le progrès mesuré de 10% dans la production de riz et de maïs, comme une preuve que l'effort collectif peut fonctionner, même en contexte de ressources limitées. À leurs yeux, la fermeture n'est pas un choc inutile, mais un levier, comparable à des stratégies déjà employées par des économies émergentes ayant investi massivement dans leurs filières internes. À l'opposé, les critiques articulent une thèse tout aussi cohérente. Ils soulignent que l'infrastructure agricole nationale n'a pas été conçue pour absorber une réorientation aussi rapide. La hausse de 20% des prix alimentaires dans les zones urbaines constitue pour eux un avertissement direct. Le tissu social est plus fragile qu'on ne le reconnaît officiellement. Ils rappellent que les petits producteurs manquent encore d'équipements, que les circuits logistiques demeurent fragmentés et que les formations techniques, bien qu'utiles, ne suffisent pas à corriger immédiatement des décennies de sous-investissement. Leur argument central, c'est que la stratégie risque de créer davantage d'instabilité qu'elle n'en résout si les ajustements intermédiaires n'avancent pas au même rythme que la pression économique. Entre ces deux visions, une réponse nuancée se dessine lorsque l'on observe la dynamique réelle. Les données montrent simultanément des progrès techniques localisés, une réorganisation progressive des coopératives, une mobilisation financière inédite via le Fonds national, mais aussi une tension persistante sur les prix et une absorption lente des innovations. Aucune des deux thèses ne capture entièrement la complexité du moment. L'une souligne justement le potentiel de transformation, l'autre rappelle avec raison les risques structurels immédiats. En définitive, la faisabilité de la transition dépend moins de la validité d'un camp que de la capacité du système à supporter l'effort tout en corrigeant ses propres fragilités. Un basculement silencieux commence. Ce moment charnière apparaît lorsque les premières évaluations internes montrent une tendance inattendue. Plusieurs zones agricoles, longtemps considérées comme structurellement fragiles, commencent à stabiliser leur rendement grâce aux formations accélérées et à la redistribution d'intrants locaux. Cette progression, discrète mais mesurable, modifie la lecture générale du processus. Elle montre que la transition ne repose plus uniquement sur une logique défensive, mais s'organise désormais autour d'une montée en compétences réelles. C'est précisément à ce stade qu'Ibrahim Traoré réoriente son discours. Plutôt que de se limiter à justifier les perturbations, il met en avant les premiers signaux concrets de consolidation technique. Cette bascule narrative marque un changement de phase. Le pays ne se contente plus de résister aux effets de la fermeture. Il commence à intégrer des pratiques nouvelles qui rééquilibrent certaines faiblesses. Dans un district du Nord, une coopérative particulièrement touchée par les ruptures initiales parvient, en quelques semaines, à regagner une partie de son autonomie grâce à l'introduction de techniques de semis améliorées. Cette micro-reprise illustre la possibilité d'un redressement graduel. À partir de ce point médian, la question n'est plus de savoir si le choc initial peut être absorbé, mais si la dynamique émergente pourra tenir face aux phases suivantes. Les effets de la transition se matérialisent désormais avec une netteté accrue, révélant des impacts différents selon les groupes concernés. Loin des premières projections générales, chaque catégorie vit une recomposition propre, façonnée par la hausse des prix, les progrès techniques émergents et la pression sociale. En ce qui concerne la population, dans les centres urbains, les ménages subissent de plein fouet l'augmentation de 20% des prix alimentaires. Cette tension crée une contrainte budgétaire immédiate, forçant certains foyers à modifier leurs habitudes de consommation, à réduire les achats non essentiels ou à privilégier les produits locaux lorsque ceux-ci deviennent plus accessibles.
Toutefois, une légère stabilisation apparaît dans plusieurs marchés grâce aux circuits courts en expansion. Pour de nombreux citoyens, la situation demeure fragile, mais une part croissante de la population commence à percevoir les premiers effets des programmes de soutien, notamment via la distribution ciblée d'intrants locaux. Pour ce qui est sur des producteurs et agriculteurs. Pour les agriculteurs, l'environnement post-fermeture constitue à la fois une épreuve et une opportunité. Certains bénéficient de l'augmentation de la demande locale, profitant d'une valorisation accrue de leurs récoltes. D'autres, en revanche, peinent à absorber la hausse du coût des intrants ou l'absence d'équipements modernes. Les formations accélérées et les investissements issus du fonds de soutien patriotique, dépassant les 50 millions de dollars, commencent à produire des effets visibles dans plusieurs zones, où les rendements progressent modestement. Cependant, l'écart entre régions équipées et régions en retard reste marqué. Du côté des institutions et de l'appareil administratif, les institutions, de leur côté, doivent être composées avec la rapidité des ajustements. L'administration agricole renforce ses équipes régionales, cartographie les zones les plus vulnérables et accélère les programmes d'appui. Les données recueillies lors des premières évaluations internes permettent désormais une allocation plus précise des ressources. Danshui est la manière dont les services techniques réorganisent leur fonctionnement pour soutenir la montée en compétences locales. Ibrahim Traoré, dans ses interventions récentes, insiste sur cet ancrage institutionnel comme élément clé pour éviter un retour en arrière. Enfin, à l'échelle régionale et dans le voisinage géopolitique, à l'échelle régionale, la politique burkinabé attire l'attention des voisins du Sahel. Les discussions engagées avec le Mali et le Niger sur d'éventuels corridors d'appui illustrent une volonté de limiter les risques tout en maintenant l'objectif de souveraineté. Certains observateurs y voient un modèle potentiel pour d'autres États vulnérables aux fluctuations mondiales. D'autres, plus prudents, craignent que la tension sociale interne ne fragilise la position diplomatique du pays. Dans tous les cas, les choix du Burkina Faso créent une onde de réflexion régionale. Peut-on reconstruire un modèle agricole autonome sans s'isoler? En somme, les impacts se déploient comme un ensemble de trajectoires parallèles, parfois convergentes, parfois contradictoires. La transition ne produit pas un effet unique, mais une mosaïque de réponses, dont la cohérence dépendra de la capacité du pays à maintenir un équilibre entre soutien social, amélioration technique et stabilité politique. À ce stade de la transition, les projections s'organisent autour de 3 trajectoires possibles, chacune dépendant de la capacité du pays à absorber les pressions immédiates tout en consolidant les progrès techniques. Les données disponibles, bien que partielles, permettent d'esquisser des scénarios cohérents pour les mois à venir. Scénario 1, base, stabilisation progressive et tension résiduelle. Dans cette perspective, la production agricole poursuivrait sa progression modérée, soutenue par les formations et par les investissements du Fonds patriotique. Les prix, après plusieurs fluctuations, trouveraient un seuil de stabilisation dans la plupart des centres urbains. Les ménages resteraient toutefois prudents et les producteurs continueraient de composer avec des marges limitées. Les institutions parviendraient à renforcer leur coordination régionale, mais la reprise resterait hétérogène. Ce scénario intermédiaire suppose que le pays maintienne un équilibre précaire mais viable. Scénario 2. Optimiste. Consolidation accélérée et réduction des tensions sociales. Dans la version la plus favorable, les coopératives modernisées verraient leur rendement s'améliorer suffisamment pour compenser une partie de la demande intérieure. Les circuits courts prendraient de l'ampleur, réduisant la dépendance au transport longue distance. Les prix alimentaires fléchiraient légèrement dans plusieurs zones urbaines, offrant un répit aux ménages à faible revenu. Les discussions régionales aboutiraient à des mécanismes de soutien ponctuels, renforçant la résilience générale. Dans un tel contexte, la stratégie engagée par le gouvernement, y compris les mesures défendues publiquement par Ibrahim Traoré, gagnerait en légitimité. Scénario 3. Sombre. Pression prolongée et risque d'instabilité accrue.
Ce scénario repose sur une hypothèse où les formations techniques ne seraient pas assimilées suffisamment vite, où les intrants locaux resteraient difficiles d'accès et où les prix continueraient de peser lourdement sur les ménages. Dans ce cas, les tensions sociales réapparaîtraient, les marchés deviendraient plus volatiles et les institutions peineraient à compenser les disparités régionales. Les partenaires voisins pourraient donc hésiter à s'engager davantage, craignant une contagion des instabilités. Recommandation de pensée. Plutôt que d'anticiper un avenir linéaire, il est essentiel d'adopter une lecture conditionnelle. Chaque avancée ou retard technique modifie immédiatement la forme du scénario dominant. La transition, loin d'être un bloc fixe, demeure un processus en mouvement, sensible à chaque ajustement local. À ce stade de la transition, la manière dont la population perçoit et vit les effets de la réforme devient un facteur déterminant. Les groupes sociaux ne réagissent pas de manière uniforme, chacun affronte une combinaison particulière de contraintes, d'attentes et de capacités d'adaptation. Comprendre ces écarts permet d'évaluer comment la transition s'enracine dans la vie quotidienne. Pour les ménages urbains à urbains, les familles des grandes villes restent parmi les plus vulnérables face aux fluctuations de prix. La hausse initiale de 20% continue de peser sur les budgets, même si certains marchés montrent une stabilisation relative. Pour ces foyers, la perception de la réforme dépend largement de l'accès aux produits locaux et de la fréquence des variations. Lorsque les circuits courts fonctionnent mieux, un sentiment de sécurité relative apparaît. Lorsque les ruptures surviennent, l'inquiétude revient immédiatement. Pour les producteurs ruraux, les agriculteurs, eux, se trouvent au croisement de deux dynamiques. D'une part, la demande accrue pour les produits locaux valorise leurs récoltes. D'autre part, le coût élevé de certains intrants complique leur marge de manœuvre. Dans les zones où les formations techniques ont porté leurs premiers fruits, une forme d'optimisme prudent s'installe. Ailleurs, la pression demeure forte, et les producteurs attendent que les dispositifs de soutien gagnent en régularité. Quant aux jeunes actifs et aux secteurs émergents, actifs et secteurs émergents. Les jeunes impliqués dans l'agrotransformation, la logistique ou les services connexes voient dans la réforme une opportunité encore floue, mais réelle. L'essor progressif de nouveaux circuits de distribution ouvre des niches économiques inédites, même si leur stabilité reste incertaine. Suggestion légère. Pour ces trois groupes, l'enjeu principal est la lisibilité. De meilleures informations locales, une communication technique simplifiée et des espaces d'échange réguliers peuvent aider chacun à anticiper les évolutions et à réduire l'impression de volatilité permanente. Pour que la transition engagée gagne en cohérence et dépasse l'étape des ajustements dispersés, une feuille de route opérationnelle s'impose. Ibrahim Traoré présente cette phase comme un passage décisif. Non plus gérer les effets immédiats, mais structurer une trajectoire mesurable et continue. Les étapes suivantes, adaptées aux capacités actuelles du pays, constituent un cadre réaliste pour les prochains mois. Étape 1. Structurer les pôles agricoles régionaux. Les administrations locales doivent identifier 3 à 5 zones prioritaires où les rendements peuvent progresser rapidement. Cette structuration doit intervenir dans un délai de 2 à 3 mois. L'indicateur principal sera l'amélioration du taux d'utilisation des intrants locaux. Étape 2. Stabiliser les circuits de distribution. Les coopératives et services logistiques doivent coordonner des réseaux courts pour réduire la volatilité urbaine. La mise en œuvre peut commencer immédiatement, avec un suivi hebdomadaire des volumes transportés et des délais d'acheminement. Étape 3. Accélérer la formation technique. Les équipes agricoles doivent multiplier les sessions ciblées dans les zones à faible productivité. L'objectif est d'atteindre un taux de participation de 70% dans chaque district prioritaire d'ici 4 mois. Les résultats seront évalués via les variations des rendements saisonniers. Étape 4. Renforcer les capacités de stockage.
Le gouvernement, en partenariat avec les communes, doit moderniser ou créer plusieurs centres de stockage afin de réduire les pertes post-récolte. Le critère de réussite. Une diminution mesurable des pénuries locales en période de transition. Étape 5. Suivi institutionnel consolidé. Un tableau national de bord devra synthétiser chaque semaine les données régionales. Cette transparence encouragera un pilotage réactif et réduira les zones aveugles. En somme, la réussite de cette trajectoire dépendra de la capacité du pays à transformer ces étapes en engagement continu, plutôt qu'en intervention isolée.